d'atteindre cette étape-là, accueillons sur ce plateau Raoul Nkoudou Bongono. Je vous l'annonçais à l'entame de cette édition où il est le directeur des affaires administratives et financières du Bureau national de l'État civil. Bonjour, monsieur Nkoudou. Et bienvenue sur Campon de Live. Merci, c'est toujours un plaisir. Bien réveillé. Comment vous avez célébré hier la journée africaine des faits d'état civil? La journée a été célébrée à Okola. Oui. Et ça n'a pas été évident de se déplacer et de faire un aller-retour. Mais je crois que les activités ont été parfaitement organisées. Sous la présidence effective de Monsieur le ministre de la décentralisation et du développement local, Oui. Il y a eu une cérémonie à l'esplanade de la mairie d'Okola et une autre qui s'est déportée dans un centre d'état civil à quelques kilomètres de la mairie. Alors c'est l'occasion justement de faire la lumière sur les actes d'état civil. Qu'est-ce qui rentre dans le vocable fait d'état civil? Alors, le vocable état civil renvoie de manière générale à l'ensemble des événements qui surviennent dans notre vie, dans la vie des individus, à partir de notre naissance jusqu'à la fin de notre vie, donc à notre décès. Ces événements ont tendance à modifier notre identité, à nous donner des droits et à nous donner également des obligations. Couramment, au Cameroun, on retient qu'il y a 3 faits d'état civil qui sont d'ailleurs connus de l'opinion. Il y a les naissances, les mariages et les décès. Mais il y en a d'autres qui sont également prévus par la réglementation, mais que nous ne connaissons pas toujours, notamment les légitimations, les divorces, les morts fœtales, ainsi de suite. Donc, les morts fœtales aussi rentrent dans les actes d'état civil? Tout à fait. Lorsque nous n'étions pas encore nés, donc une mort fœtale peut être enregistrée dans un registre d'état civil. Mais ce n'est pas encore le cas dans notre pays. Nous commençons l'enregistrement à partir des naissances. Les naissances. Nous la poursuivons. Nous prenons en compte souvent les divorces. Et il y a les mariages également que nous connaissons. Et dans une moindre mesure aussi les décès. Je dis dans une moindre mesure, ça ne devrait pas être ça, mais nous avions encore des difficultés. Ce n'est pas peut-être une méconnaissance de l'intérêt de l'enregistrement des décès. Justement, en quoi c'est important de faire enregistrer un acte, d'avoir, prenons d'abord le plus important, l'acte de naissance? Parce qu'on a encore aujourd'hui des personnes qui ne jugent pas nécessaire d'avoir un acte de la naissance de leur enfant et qui peut-être vont courir quand il faudrait mettre l'enfant à l'école. Donc peut-être qu'il faut souligner, peut-être commençons acte par acte, en quoi c'est important peut-être d'avoir un acte de naissance? Alors c'est très important d'avoir un acte de naissance. Je crois que pour parler de l'importance des faits d'état civil de manière générale, on a tendance souvent à relever les différentes fonctions de l'état civil. Vous avez la fonction juridique par laquelle nous puissions donc obtenir une identité. Lorsque nous enregistrons notre naissance, c'est pour obtenir une identité, c'est pour accéder à les droits, à l'éducation, à la santé. Pour nous qui sommes des travailleurs, ça permet qu'on ait un solde. Ainsi de suite. Donc, en gros, sans acte, on n'existe pas. Sans acte, on n'existe pas. Donc ça, c'est la fonction principale, l'état civil, la fonction juridique, parce qu'elle nous permet d'exister, elle nous permet d'avoir une carte d'identité, elle nous permet d'avoir un passeport, elle nous permet d'avoir un nom, sans lequel on ne pourrait pas vous appeler dans la société. Donc ça, c'est à ce qui concerne la fonction juridique. La seconde fonction, c'est la fonction statistique, la fonction économique. Parce que, comme vous le savez, les données d'état civil permettent l'élaboration des politiques publiques. La planification du développement devrait se faire sur la base des statistiques que nous avions pour octroyer un puits d'eau. Je ne prends que ce cas-là à une population. Il faut connaître quelle est la population, la densité de la population dans cette zone. Pour installer un centre de santé, il faut savoir est-ce que nous avions suffisamment de potentiels patients dans cette zone. Donc, c'est des données, tout cela est généré à travers des données d'état civil. Et la troisième fonction, c'est la fonction coopérative, c'est-à-dire celle-là que l'état civil permet aux autres institutions de travailler. Vous savez que, notamment à la police, pour faire la carte d'identité, on a besoin d'actes de naissance.
les banquiers ont besoin des données d'état civil pour identifier leurs clients. Au niveau de l'assurance, c'est le cas. Au niveau des LECAM, vous savez, le recensement des électeurs se fait à partir des noms, à partir de l'identité. Donc, et tout cela, c'est la fonction coopérative. Et voilà donc l'importance de l'état civil. Et cela renvoie donc aussi à l'importance des différents faits d'état civil que j'ai évoqués tout à l'heure. Le mariage, il est important, même si selon la réglementation, il n'est pas obligatoire, mais le mariage est important. Lorsque vous êtes en union avec un monsieur ou une dame, il faut concrétiser cette union. Et c'est à travers un acte de mariage. Et le décès, on a souvent tendance à oublier que lorsqu'on décède, il faut que les institutions soient au courant que tel Camerounais ne vit plus. C'est à travers un acte de décès. Et l'acte de décès met donc fin à notre existence en tant qu'individu ayant une identité. Alors justement, dans ce processus-là d'élaboration ou d'enregistrement des événements qui arrivent, qui surviennent dans la vie, comme la naissance, le décès, le mariage, le divorce, comme vous l'avez souligné, il y a parfois, on observe beaucoup de fraudes dans notre environnement. Quelles sont les principales fraudes que vous recensez au BUNEC? Bon, je dirais que les fraudes sont multiples. Vous savez, il faut seulement... on sait qu'il y a toute une ville qui est... Tout à fait. Toute une ville du sud-ouest. C'est d'ailleurs reconnu dans notre jargon populaire. On parle quand on va à Kumba. Tout à fait, la pause centrale, et ainsi de suite. Donc, en fait, les fraudes à l'état civil sont multiples. Les plus courantes sont toujours les problèmes de changement d'âge de naissance. Lorsque nous faisons des contrôles au niveau des centres d'état civil, nous constatons que les Camerounais ont tendance toujours à revoir leur identité, à changer l'acte de naissance parce que peut-être on n'a pas vite obtenu un emploi, l'âge des concours est passé, ou alors on voudrait faire un voyage, on voudrait ceci. On va donc à la base revoir l'officier d'état civil, les fraudeurs d'ailleurs, parce que ce n'est pas une pratique réglementaire. Donc il y a les problèmes de changement d'âge, il y a aussi les problèmes de changement ou de modification des noms des parents. Vous savez, nous sommes des Africains. On dit souvent que l'enfant de l'oncle, c'est l'enfant de la tante, ainsi de suite. Donc, parfois, lorsque l'enfant n'est pas reconnu par ses parents, par son père naturel, par son père naturel, qu'est-ce qu'on fait? C'est l'oncle qui porte son nom sur l'acte de son neveu. Et à long terme, ça crée souvent des problèmes de succession. Cet oncle-là qui revient pour dire que vous n'étiez pas mon enfant, alors que l'acte d'état civil le certifie. Donc il y a ce problème aussi de changement de nom. Il y a des problèmes liés à la signature même. Vous savez, la fonction d'état civil au Cameroun est exercée par les officiers, les secrétaires. Il y a des préalables, c'est-à-dire qu'il faut être nommé. Si c'est au niveau des centres secondaires d'état civil, par un arrêté du ministre en charge des questions d'état civil. Si c'est au niveau des mairies, il faut être élu, il faut avoir prêté serment, voilà les officiers d'état civil. Et au sein des missions diplomatiques, ce sont des diplomates qui sont accrédités par le chef de l'État, qui sont désignés par le chef de l'État. Donc voilà les officiers d'état civil, ils sont donc assistés par des secrétaires. Au niveau des mairies, c'est des agents communaux qui sont recrutés convenablement et qui ont prêté serment. Au niveau des centres secondaires, c'est des individus, c'est des compatriotes qui sont désignés par les autorités administratives, notamment les préfets. Et au niveau des missions diplomatiques, c'est également les collaborateurs des chefs de mission. Voilà donc les acteurs qui doivent signer un acte d'état civil. Et qu'est-ce que nous observons parfois sur le terrain? C'est que l'officier d'état civil est décédé, l'office qui a hérité de la gestion de la famille pense aussi avoir hérité la gestion du centre d'état civil, alors que ce n'est pas toujours le cas. Donc il y a aussi ce type de fraude, c'est-à-dire la qualité du signataire, la qualité de l'officier ou du secrétaire d'état civil qui exerce. Donc les fraudes sont multiples. Et dans les actes de décès, on voit fleurir parfois des actes qui, on peut les faire au bout de la rue. Est-ce que ça ne pose pas de problème?
Naturellement, on ne fait pas des actes au bout de la rue, madame. C'est effectivement ce qu'on connaît dans le jargon. On peut aller n'importe où, on fait les actes. Les actes sont établis par ces acteurs que j'ai cités. Les actes de décès, on constate qu'effectivement, c'est lorsqu'on veut régler les problèmes de succession qu'on pense donc aller faire un acte de décès. Même si le décès a eu lieu il y a 10 ans, c'est à ce moment-là qu'on pense à les faire, alors que là, on est déjà en dépassement des délais. Donc, il y a surtout le problème de respect des délais réglementaires en ce qui concerne les actes de décès. Alors, délai réglementaire qui, pour l'acte de naissance, c'est, je crois, 3 mois après la naissance de l'enfant? Tout à fait. Il y a, globalement, c'est 90 jours, mais le médecin, c'est-à-dire si la naissance est survenue à l'hôpital ou dans une formation sanitaire, le médecin ou l'infirmière a 30 jours pour déclarer la naissance auprès de l'officier. Mais si le médecin ne l'a pas fait, le parent a 60 jours supplémentaires, ce qui fait donc globalement 90 jours. Les délais de déclaration, bon, au niveau du mariage, c'est les délais de publication. On dit souvent qu'il faut publier au moins 1 mois en avant un mariage. Et il y a des lieux de publication bien connus. C'est le cas également avec les délais en ce qui concerne les décès. Il faut effectivement déclarer le décès au plus tard 30 jours après sa survenance. Alors, est-ce qu'il y a un moyen, enfin, l'un des moyens, est-ce qu'il y a un moyen, commençons par là, de reconnaître peut-être à l'œil nu un faux acte d'état civil? Oui, la reconnaissance, je dirais que lorsqu'on est un praticien de l'état civil, il est possible à l'œil nu. Vous savez que déjà à partir de l'écriture, vous savez, si sur un acte d'état civil, vous voyez déjà plusieurs mains d'écriture, ça crée un doute directement. Bon, déjà même à partir du registre d'état civil, il faut déjà dire que les registres d'état civil qui sont réglementaires sont ceux produits par l'imprimerie nationale et qui sont fournis donc par le BUNEC ou parfois acquis par les mairies. Voilà les registres d'état civil qu'on devrait retrouver sur le terrain. Justement, parlons du travail du BUNEC au sein de toute cette nébuleuse-là, de tout l'appareil de l'état civil. Ça fonctionne comment? Alors, le BUNEC a un rôle spécifique. C'est pas, je voudrais déjà préciser que le BUNEC n'est pas un centre d'état civil. Donc, ça veut dire que, parce qu'on a tendance aussi à observer cette confusion, des acteurs qui appellent pour venir faire des actes au BUNEC. Non, le BUNEC n'est pas un centre d'état civil. Le BUNEC est la structure qui a été mise en place par le chef de l'État pour fédérer l'ensemble des centres d'état civil en vue de constituer un fichier national de l'état civil. Donc, le BUNEC travaille sur les données produites par les centres d'état civil, mais de manière précise. La mission du BUNEC est d'assurer la supervision, le contrôle, l'évaluation et la régulation du système d'état civil. Et au quotidien, donc, le BUNEC s'occupe de la fourniture des registres d'état civil, comme je le disais tout à l'heure. C'est la responsabilité du BUNEC d'assurer la distribution des registres à tous les centres d'état civil, que ce soit ceux qui sont sur le territoire national, que ce soit ceux qui sont logés au sein des missions diplomatiques. C'est la mission du BUNEC. Le BUNEC s'occupe également de la formation. Vous savez, le directeur général du BUNEC le disait encore hier lors de la 3e édition de la journée africaine de l'enregistrement des faits d'état civil au Kola, que depuis les indépendances, vous savez que nos officiers et secrétaires d'état civil, notamment ceux des centres secondaires, n'avaient pas reçu de formation. Ce qui peut aussi expliquer les dysfonctionnements qu'on observe sur la qualité du service rendu. Donc, le BUNEC a donc été créé pour renforcer les capacités de ces acteurs-là, pour les former sur le travail qui a lieu de faire. L'une des missions également du BUNEC, c'est d'assurer la sensibilisation de la population. Vous savez que vous l'aviez souligné à l'entame de cet entretien, c'est que nous n'avons pas toujours la mesure de l'importance liée à l'enregistrement des faits d'état civil. Et le BUNEC est donc la structure qui est chargée de sensibiliser les populations à travers les médias. C'est ce que nous faisons d'ailleurs avec la CIA-TV. C'est l'occasion de dire une fois de plus merci au directeur général de la CIA-TV, parce que nous avions un partenariat depuis des années, depuis la mise en place du BUNEC, pour sensibiliser la population. Nous avions d'ailleurs une émission qui passe au poste national tous les mardis et jeudis,
lumière sur l'état civil et qui contribue donc à dire aux sensibiliser la population sur l'importance des faits d'état civil. Tout à fait. Parce qu'on a quand même des régions, principalement les régions septentrionales, où le problème est plus accru, où on note cette absence de spontanéité-là dans l'acquisition des actes de naissance principalement. Qu'est-ce que ça a comme impact quand on ne fait pas enregistrer son enfant à la naissance? Je dirais les impacts sont multiples. Vous voyez, il y a un phénomène ces derniers temps, on dit par exemple à la police qu'il y a des problèmes pour l'identification des Camerounais. Les Camerounais n'arrivent pas à avoir une identité. La conséquence, c'est ça, c'est que lorsqu'on a besoin d'une carte d'identité, qu'on n'ait pas eu un acte de naissance conforme ou réglementaire, on aura des difficultés lors de son identification. Mais l'impact direct, lorsqu'on n'a pas fait l'acte de naissance, c'est déjà au niveau de l'éducation de l'enfant. Vous savez que notre système éducatif absorbe souvent tous les enfants. Mais arrivé au cours moyen d'eux, on constate souvent que les enfants n'ont pas d'acte de naissance. Oui, quand il faut par exemple s'inscrire pour pour faire le CEP. Donc à ce moment-là, il y a urgence. Il faut avoir l'acte de naissance pour faire le CEP. Voilà une conséquence immédiate. Et dans ce cas de figure-là, quelle est la procédure réglementaire? Parce que puisqu'on a dépassé le temps, les 90 jours, comment on fait? Tout à fait. La procédure réglementaire, c'est d'aller vers les autorités judiciaires. Parce que au-delà de 90 jours que nous avions pour enregistrer notre naissance, il revient au procureur de la République dans la période de 6 mois de vous donner une réquisition pour faire enregistrer une naissance. Et au-delà de 6 mois, c'est à travers les jugements supplétifs qui sont organisés par les instances judiciaires. Ça devient quand même compliqué si... Oui, effectivement, ça devient compliqué pour le parent parce qu'effectivement, disons-nous que l'officier d'état civil est toujours à côté de notre maison ou pas très loin de notre domicile. Il est très facile de faire l'acte, mais vous savez que les instances judiciaires sont encore, pour la plupart des cas, situés au niveau des chefs-lieux des départements. Donc, ça devient effectivement une difficulté pour les parents d'aller établir les actes au-delà des 6 mois ou des 90 jours. Alors, vous parliez encore des registres tout à l'heure. À quelle heure on va sortir des registres? On est quand même à l'ère du numérique. Où en est-on avec la numérisation, justement, des actes d'état civil? Oui, je dirais que la numérisation n'est pas aussi une panacée. Vous savez que même les systèmes informatisés, on a le phénomène des virus, le phénomène d'hackers, et ainsi de suite. Donc, ne pensons pas que la numérisation est une panacée, mais c'est une option. C'est une avancée, justement, pour mieux quadriller. Tout à fait, c'est l'option choisie par le gouvernement d'informatiser le système d'état civil. C'est d'ailleurs aussi l'une des missions du BUNEC. Donc, qu'est-ce qui est fait aujourd'hui? Il y avait un préalable qu'il fallait d'abord satisfaire, c'était l'élaboration du schéma directeur. Le BUNEC l'a fait en 2017. Le schéma directeur, en fait, c'est quoi? C'est le document qui donne les grandes orientations, qui dit qu'est-ce qu'il faudra faire pour informatiser notre système d'état civil. Quel rôle va jouer les différents acteurs du système? Voilà un peu ce que dit le schéma directeur. Et l'informatisation est donc prévue à partir de nos mairies, à partir de nos communes. Et le BUNEC va jouer dans la structure de coordination, de centralisation de toutes les données informatisées au niveau des centres principaux. Pourquoi ça prend autant de temps? Ça ne prend pas du temps, madame, comme je vous disais, qu'il fallait d'abord avoir un schéma directeur. Il est déjà là, il a été approuvé en septembre 2018 par le gouvernement. Maintenant, ça prend du temps aussi peut-être parce qu'il faut mobiliser les moyens. Vous savez qu'informatiser près de 2731 centres d'état civil sur toute l'étendue du territoire national, c'est pas... Et ça, c'est l'informatisation des actes à l'instant, mais il faut penser aussi à l'antériorité, c'est-à-dire les archives, votre acte, comment il sera pris en compte dans le processus d'informatisation. Il existe quelque part, il doit exister dans un centre principal, je ne sais pas dans quelle partie du territoire national. Donc, comment on prend en compte tout cela? C'est la réflexion qui a été menée. Et aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire au BUNEC, sous l'égide du directeur général, c'est d'élaborer un projet pilote. Un projet pilote qui est déjà mis en œuvre au niveau
département du Fundi, et qui consiste d'abord à gérer l'antériorité, c'est-à-dire la numérisation. Parce que l'informatique des archives. Oui. Donc là, nous avions évalué environ plus de 2 millions d'actes à numériser dans le département du Fundi, donc dans les 7 communes d'arrondissement et à la mairie de la ville de Yaoundé. Le processus a commencé depuis 3 années aujourd'hui. Nous avions déjà pu numériser presque 560 000 actes. Donc, si vous avez la chance que votre acte soit parmi au niveau du BUNEC, on peut déjà taper votre nom et retrouver votre acte. Mais le processus doit se poursuivre cette année avec l'appui de l'Union européenne. C'est un projet que le BUNEC met en collaboration avec l'Union européenne. Donc, ça veut dire que quand, rendu à ce niveau du processus, si par exemple quelqu'un a la chance d'être dans votre fichier et qu'il perd son acte, par exemple, il peut venir vers le BUNEC pour, je ne sais pas, retrouver des traces et données. Tout à fait, il peut venir vers le BUNEC, retrouver les traces des données, mais il ne faut pas dire que le BUNEC va lui délivrer un autre acte, du tout. Donc, parce que, comme je le disais, le BUNEC n'est pas encore un centre d'état civil. Justement, comment vous collaborez avec les instances judiciaires? Est-ce qu'il y a une collaboration avec ceux-là qui sont justement censés rectifier les retards dans l'établissement de certains actes? Tout à fait, il y a une collaboration effective. Le directeur général du BUNEC a mené plusieurs concertations dans la région de l'extrême nord avec les autorités judiciaires pour faciliter la délivrance des actes d'état civil à travers les jugements supplétifs. Là-bas, il s'est posé un problème de coût des actes judiciaires. Je crois que lors de ces ateliers, plusieurs ateliers qui ont été organisés dans cette région du pays, également aussi à la Damao et à l'Est, le directeur général a mené des concertations. Ils ont trouvé des coûts. Il y a une réduction des coûts et les autorités judiciaires se sont engagées à faciliter la production des actes de naissance, notamment pour ces enfants, pour ces centaines d'enfants qui étaient arrivés au coût moyen de 100 actes de naissance. Donc la collaboration effective au niveau de nos agences régionales du BUNEC, le directeur général a instruit au chef d'agent de faciliter l'ouverture des registres auprès des tribunaux de première instance. Merci Raoul Nkodo d'avoir été l'invité de Cameroun Daylight. Entretien très intéressant sur l'importance de faire enregistrer les actes d'état civil, l'importance des faits d'état civil en général. On vous souhaite une très belle journée. Merci madame, bonne journée à vous une fois de plus. Merci. La journée africaine de l'état civil se poursuit dans les artères de la ville de Yaoundé avec des sensibilisations qui sont menées par le personnel du BUNEC. En tout cas, les téléspectateurs de Cameroun Daylight sont désormais mieux édifiés. Dans la suite de Cameroun Daylight, on va rallier la rédaction centrale pour le journal de 8 heures présenté par Daniel Menonga. Juste après, nous prendrons la sélection du jour. Et la sélection du jour, je vous l'annonçais, est un éphéméride, car Céciane reviendra pour nous parler d'un moment historique pour la République du Tchad. Il y a 60 ans exactement, le 11